Et merci d'être venus nombreux pour cette réunion publique programmée de longue avec le groupe engagé pour Abastens. Et donc, je vais commencer de manière complètement désynchronisée par vous présenter l'équipe. Donc, je suis Sarah Campredon, tête de liste, et je vous présente un par un les colistiers, puisqu'on est 29. Une personne est excusée parce qu'elle a la grippe, donc avec 42 fièvres, elle a évité de venir nous contaminer. Patricia Monnier. Donc, je commence autour de moi, sans ordre distinctif. Paul Bozo. On va pas faire un conseil municipal. Hein. Sabine Artuso. Chloé Fernagut. Stéphanie Sarade. Olivier Bonhomme. Marielle Pambrin Tavera. Dominique von Zrinvoorde. J'y suis arrivée. Marie Monnier. Audrey Le Foll. Christophe Casamea. Pierre Funk. Pourquoi tu rigoles? Corinne Alquier, Daniel Morand, Laurent Papex, Diane de Fonclard, Anne Barnes, Montse Reil, Guylain de la Serna, Marie Monnier, Marie-Pierre Robert, pardon, je vais y arriver, Bernard Monfray, Stéphane Ruzinski, Frédéric Salançon, celui qu'on ne présente plus, Jean-François Carivin, Stéphanie Jacquemin, Sophie Alcel de Toulza, Éric Casamea et Christophe, et Christian Legrand. Oui, pardon. Donc maintenant que ces présentations brèves sont faites, l'idée étant qu'il y ait une présentation de l'équipe, du groupe et du projet. Ça va être relativement bref parce qu'on pense que le plus important est l'échange. Et pour l'échange, chacun des colistiers prendra la parole en fonction des questions. Donc, je ne vais pas faire une lecture d'un discours que j'aurais écrit, sinon il aurait été plus facile de vous le distribuer dans vos boîtes aux lettres. Et nous avons pour cela envoyé différents documents, le premier étant la présentation de la tête de liste, le second dans lequel on vous a présenté l'équipe et l'esprit du programme, et le troisième étant la description détaillée de notre programme. Je ne ferai donc pas ce soir une paraphrase des différents documents qu'on vous a envoyés, sinon il n'y aurait pas d'utilité de ce type de rencontre. Et lorsque j'ai voulu rédiger ce fameux discours, alors que je n'ai pas l'habitude de rédiger ce que je dis en public, j'allais commencer par chère Abastinoise, chère Abastinois, mes chers amis. Puis je me suis arrêtée en me disant que chers amis, c'était et convenu et malvenu. Puisqu'en effet, ce soir, je ne pense pas qu'on parle à des amis, puisque dans le cadre d'une élection, on ne s'adresse pas à ses amis, on s'adresse à des électeurs. Et la nuance est d'importance, puisque si, par exemple, je venais à devoir choisir un médecin, ou vous-même, si vous deviez vous faire opérer, vous ne choisiriez ni votre ami, ni votre voisin. Donc, la même chose devrait s'appliquer en termes de choix d'une équipe municipale, et vous avez en plus le privilège du secret de l'isoloir. L'idée d'un vote n'est pas de désigner l'équipe de ses amis, puisque vous êtes libre. Donc, vous devriez, comme pour un choix médical, désigner l'équipe que vous pensez être la plus compétente et la personne à qui vous auriez envie de confier les clés de votre maison, puisque la maison commune, c'est la mairie, et donc nous sommes là, vous nous donnez mandat, on reprend les choses dans leur contexte, un mandat municipal, vous donnez mandat à une tête de liste avec son équipe pour gérer vos affaires. Gérer le budget municipal, puisque ce sont vos impôts, c'est votre argent,
gérer la nourriture qu'on donne à vos enfants ou à vos petits-enfants, si vous n'avez plus d'enfants à l'école, gérer le ramassage de vos ordures ménagères. Donc, il ne s'agit pas de choisir ses amis, mais de choisir sur des compétences. Le but de notre rencontre ce soir, c'est de se présenter, d'avoir un contact plus direct, et c'est ce que nous cessons de faire depuis le lancement de la campagne, où on vous rencontre sur le marché, on vous rencontre chez vous également, et ce soir de manière un peu plus collégiale pour ceux qui ne nous ont pas vus dans ces 3 circonstances. Alors revenons à la campagne, à cette élection municipale. Rabastens 2020, nous avons un grand cru, si on peut dire, avec 4 listes. On ne peut pas dire que vous manquez de choix, et le but de ces rencontres, à défaut d'avoir un débat, c'est de vous permettre de discerner entre les 4 listes. Comment faire? Normalement, on s'oppose des présentations de listes à des présentations de programmes. Bon, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Des fois, on va dire, bon, ça fait partie de la vie. On est tombé un peu bas dans cette campagne, mais peu importe. Nous sommes aussi là pour relever le débat. En ce qui concerne les autres listes, nous n'allons pas en parler, mais néanmoins, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'on vous explique pourquoi il y a une liste engagée pour Rabastens. Sinon, avec 4 listes, la moindre des choses, en tant qu'élu, nous, une bonne partie dont moi suis élue sortante, on doit se demander pourquoi rajouter une 4e liste. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons choisi dès le début de ne pas faire une campagne de dénigrement, puisque nous voulons être responsables et dignes de la fonction pour laquelle nous nous présentons devant vous. Donc, la seule chose que je puis dire à propos des autres candidatures, des autres listes, c'est que les 3, en tout cas en ce qui me concerne, m'ont proposé de les rejoindre. Donc, que ce soit sur des fonctions qui sont importantes ou pour certaines même en tant que tête de liste. Je ne l'ai pas accepté parce que, en ayant discuté avec les 3 têtes de liste, nous n'avons pas trouvé, je n'ai pas trouvé non plus de matière dans les échanges qui nous ont été donnés par rapport des réponses par rapport aux fondamentaux qu'on pense être ceux de la mairie de Rabastens. Donc, plutôt que de reméguer dans notre coin, nous sommes résolus à monter une liste, et à monter une liste engagée, et à rentrer en lice. La réunion de ce soir doit vous permettre, au-delà des documents qui vous ont été distribués, d'être convaincus du bien fondé de notre liste et de notre programme. Donc, je vais m'attacher à reprendre point par point la description de la liste et du programme, sans rentrer dans les détails pour nous permettre de bien débattre. Donc, je vais reprendre mon introduction et en vous disant, Rabastinoises, Rabastinois, bienvenue, compagnons de galère, puisque nous sommes dans le même bateau. J'espère ce soir non seulement vous éclairer, mais vous convaincre et vous transformer en véritables compagnons dans cet engagement. Donc je vais commencer par moi-même, Sarah Campredon, j'ai bientôt 40 ans. Je me suis installée à Rabastens il y a une dizaine d'années avec mon mari, tant et si bien que notre fils y est né. Titulaire d'un doctorat en biochimie, spécialisé en cancérologie, je travaille actuellement en tant qu'ingénieur de recherche à l'INRA, l'Institut national de recherche pour l'agronomie, l'alimentation et l'environnement. Avant cela, j'ai travaillé dans le privé, dans le public, en tant que consultante en management de l'innovation, en tant que contractuelle de la fonction publique, en tant que fonctionnaire titulaire. Et étant donné que je suis une digne représentante de ma génération, femme des années 80, j'ai connu aussi Pôle emploi, et c'est pour ça que je ne le souhaite à personne. Depuis 6 ans, je suis en plus engagée dans la mairie de Rabastens en tant qu'adjointe à la culture et au patrimoine. Cet engagement
m'a permis d'intégrer une équipe qui, initialement, était sans étiquette, dirigée par M. Verdier, qui lui-même était sans étiquette, ex-PS. Depuis notre départ, il s'est lui-même engagé dans un autre courant politique, puisqu'il a rejoint le mouvement En Marche. C'est une décision qu'il a prise de manière individuelle et solitaire, et nous, membres de l'équipe, n'avions pas changé notre façon de faire, à savoir servir Rabastens, sans se poser la question par rapport au choix de M. Verdier. Sa démarche n'avait aucun lien avec l'activité municipale et continuait, chacun libre dans ses convictions. 6 ans de politique, 6 ans adjointe, et je découvre seulement au bout de 3 mois, 2 mois, là, qu'on a commencé, que je suis affiliée à un parti. Donc, je ne reviendrai pas dessus, à moins qu'il faille en convaincre d'autres, sur notre non-affiliation à des partis politiques, et cette question est primordiale dans le débat d'aujourd'hui. Je profite de cette parenthèse pour préciser que si je ne suis pas dans un parti politique, je ne suis pas non plus la même que vous individuellement, chacun. Le but pour les fonctions pour lesquelles je me présente, être maire, ce n'est pas d'être vous, chacun individuellement, mais de représenter la collectivité au sens noble du terme, c'est-à-dire vous représenter collectivement. Donc si on veut représenter collectivement, on fait une équipe qui représente votre diversité, qui vous représente en âge, en catégorie socio-professionnelle, dans vos quartiers, etc. Et donc c'est cette diversité que j'ai cherché à représenter dans l'équipe qui est autour de moi. Une équipe de conseillers, comme son nom l'indique, puisque l'exercice de la fonction municipale n'est pas un exercice solitaire. On a autour de nous des personnes qui nous accompagnent, qui nous conseillent, avec qui vous serez amenés à discuter, à échanger et à faire remonter vos besoins au-delà de la simple rencontre avec le maire. Et ce point est primordial. J'entends ici et là l'importance et le fleurissement du débat et de l'importance de la démocratie participative. Mais l'objet même d'un conseil municipal est démocratique, puisque vous avez 29 conseillers municipaux qui sont là pour vous représenter. La chose ne s'arrête pas là, puisque nous avons aussi, et c'est important de le préciser, l'importance des associations, qui sont une courroie entre les élus et les citoyens. Et donc, nous avons choisi de procéder avec les conseillers de manière délibérative. On entend plus faire participer les citoyens pour remonter leurs besoins à travers les conseillers ou pas dans des commissions et que leurs choix et leurs demandes conduisent à des délibérations. Sans délibération de conseil municipal, la participation s'arrêterait là et alors on vous aura amusé en vous faisant parler mais sans transformer l'essai. Donc l'importance pour nous dans le mandat qui suit 2020-2026, c'est de vous faire participer de manière délibérative, c'est-à-dire de vous faire participer dans les commissions, et ce sont dans les commissions que se jouent les choses pour faire remonter les propositions en conseil municipal. Je reviens donc, après avoir fermé cette parenthèse, sur notre équipe et sur sa représentativité. Elle est composée de femmes et d'hommes, 15 femmes pour 14 hommes, tous installés sur Rabastens, comme il se doit, pour partie originaires de Rabastens, pour partie installés à Rabastens sur les années qui ont précédé, tous représentatifs en catégorie socio-professionnelle et en âge et en quartier. L'importance des quartiers est primordiale pour Rabastens puisque nous sommes une commune très vaste et qu'il faut pouvoir vivre à Saint-Martin, vivre à Rost, vivre à Saint-Capré, vivre à Puy-Cheval, vivre à Saint-Géry, vivre route de Condel, vivre dans toutes ces zones dans lesquelles on est éloigné
pour comprendre que le ramassage des poubelles y est différent, comprendre que les fossés c'est important, etc., etc. Il faut aussi vivre en ville, puisque vous êtes nombreux à être urbains, et donc nous avons le quartier historique, bourg, faubourg, château, etc. Nous réunissons également des actifs et des retraités. Ce point est important puisque la participation des personnes retraitées dans un conseil municipal est une chance. Elle est une chance parce qu'ils sont particulièrement disponibles. Nous avons fait en sorte d'avoir des retraités et des actifs. Les actifs apportent aussi leur attachement et leur présence dans le monde des personnes qui sont actives. À Rabastens, la majorité des habitants fait partie de la population active et donc l'idée n'est pas d'opposer actif à retraité. Si je ne l'oppose pas, certains, en tout cas des autres têtes de liste, l'opposent et font de l'argument du fait que je sois une femme active un contre-argument. Je m'étonne puisque un maire actif est un maire qui consacre davantage de temps à son mandat que à sa profession. Après, si on va compter en heures de présence, j'ai l'impression de revenir un peu au collège où on évaluait les copies en fonction du nombre de copies doubles. Je pense qu'il est plus intéressant de s'occuper de la qualité de la copie que du nombre de copies doubles qu'il y a pour évaluer le travail. Je ferme la parenthèse. Pour finir la présentation de l'équipe, nous sommes également plusieurs adjoints et conseillers de l'actuelle majorité sortante. Ceci est un point important puisque nous croyons à la continuité des efforts qui ont été engagés durant le mandat précédent. Vous êtes aussi nombreux à avoir apprécié certaines actions menées et nous avons l'intention de les poursuivre. Vous avez été nombreux à vous montrer satisfait du travail qui a été fait par Jean-François Carivin, par exemple, sur la plage, les eaux orales, la station d'épuration, par Paul Bozo, sur les travaux, les manifestations culturelles, les manifestations festives, sportives, etc. Et cet engagement est important et nous l'avons fait et nous avons l'intention de le poursuivre. Nous sommes aussi une équipe renouvelée aux 2/3, et c'est important parce que cela permettra d'avoir une fraîcheur et d'autres idées et d'autres points de vue et de rectifier des choses qui vous ont moins plu. Maintenant que j'ai présenté la tête de liste et les équipes et l'équipe, on va rentrer dans la présentation du programme. Le programme, il vous a été distribué il y a une dizaine de jours pour certains, et nous avons insisté sur la démarche qui a consisté à l'écrire de manière collégiale. Nous ne l'avons pas fait par petits groupes, nous ne l'avons pas fait en petit comité ou en atelier, nous l'avons fait tous ensemble pour être tous d'accord sur ce qui a été écrit et pour permettre à chacun d'entre nous de s'exprimer sur les différents éléments. Nous avons choisi aussi de ne pas partir d'éléments ou de poncifs pour pouvoir laver plus blanc que blanc ou laver plus vert que vert. Nous avons choisi de partir des compétences municipales. Lorsqu'on entend le mot compétence, il ne s'agit pas de compétences expérience professionnelle comme vous pouvez avoir dans un CV. Les compétences, c'est les domaines dans lesquels le maire et ses conseillers peuvent agir tant au niveau municipal que communautaire. Donc, l'idée pour construire un programme qui soit sincère et sérieux, c'était de faire rencontrer et fusionner les compétences municipales avec nos valeurs. Et c'est ça qu'on a voulu faire dans le programme que nous vous soumettons, les compétences étant celles qui sont détaillées dans le sommaire, à savoir les finances, l'enfance, l'urbanisme, le sport, la culture, etc. Je ne vais pas paraphraser ce programme, mais vous expliquer comment on l'a fait et revenir sur les points principaux qui doivent attirer votre attention. N'importe quel élu voudrait avoir les moyens de refaire entièrement les trottoirs, les routes, faire une salle polyvalente, etc. Tout le monde a envie de faire des choses pareilles, il sortirait glorifié sous les applaudissements de sa population et tout le monde crierait « Hurrah !» Seulement, il y a un point essentiel,
c'est que sans budget, point de hurrah, à moins qu'on augmente les impôts ou l'endettement de la ville. Donc, aussi, avant de partir dans le détail et les différents différents rêves, et pour ne pas transformer un programme ni en boîte à idées, ni en lettres au Père Noël, on est parti du budget de la ville. C'est quand même un point, alors j'entends ici et là, me dit, commencer par le budget, c'est pas sexy. On n'a pas l'intention d'être sexy, c'est pas le but, on n'est pas là pour ça. On doit vous montrer que vous nous confiez les clés et que nous sommes responsables du mandat que vous nous confiez. Tant qu'on n'est pas dans cette relation de confiance par rapport au sérieux de la mission que vous nous confiez, alors nous ne serons pas dignes du mandat que vous nous donnez. Donc, nous avons eu le souci de la sincérité en partant des comptes de la commune. La ville de Rabastens est dans une situation qui ne fait pas spécialement rêver, avec un endettement qui court jusqu'en 2057. C'est une donnée, c'est celle avec laquelle et à partir de laquelle nous devons partir. Nous avons, sur le mandat précédent, réduit considérablement la part de l'endettement, en partie par un transfert de dette avec la fusion de la communauté d'agglomération Gaillac-Groyer et un transfert, mais pour très grande partie aussi, et cela ne doit pas être négligé, par une réduction considérable du budget de fonctionnement. Nous avons, comme diraient certains politiciens, cherché à dégraisser le mammouth, tant et si bien qu'on est arrivé jusqu'à l'os. Je vois certains sourire, puisque quand on est en mairie de Rabastens, il faut bien avoir conscience que tout a été taillé au plus bas. Et donc, effectivement, au bout de 6 ans, vous pouvez constater que nos trottoirs ne sont pas impeccables, que nos espaces urbains ne sont pas impeccables, mais vous ne pouvez pas aller dire à un foyer avec des faibles ressources qu'il ferait mieux de ravaler sa façade. Donc, nous avons un souci de sincérité et qu'on... Donc, nous avons un souci de sincérité et nous ne pouvons pas vous promettre ce que nous serons incapables de financer. Et ça, c'est primordial et c'est la clé de voûte de notre programme. La sincérité budgétaire, ça passe au-dessus de tout. Donc, si l'on fait rencontrer nos valeurs, celles qu'on vous dit, à savoir une commune solidaire et apaisée, parce que ce sont les points sur lesquels tous les membres de l'équipe se sont retrouvés. C'est important, dans les temps qui courent, d'avoir une commune apaisée. Et c'est important aussi d'être solidaire. La conscience écologique est également un point important. Mais l'écologie ne consiste pas seulement à mettre des petites fleurs ou des coquelicots sur un programme pour faire écologiste. L'écologie, c'est un budget qui ne soit pas basé que sur de l'endettement dans lequel on paierait des intérêts bancaires. Être écologiste, c'est aussi avoir le souci de l'impact environnemental des bâtiments municipaux, d'avoir en souci l'urbanisme de notre ville. On ne peut pas se dire écologiste et continuer l'étalement urbain. On ne peut pas continuer non plus à faire comme si de rien n'était, comme si nous n'avions pas le mur de la transition devant nous. Aujourd'hui, ce n'est plus un choix, c'est une nécessité. Alors, nous l'avons décliné sur l'ensemble des compétences que je vous inviterai ensuite à discuter par la suite. Les points principaux de notre programme, ils se déclinent sur 4 axes. On commence par parler du budget. Oui, je sais que ça ne fait pas rêver. On me l'a même mis sur Facebook. Dis donc, ça ne fait pas rêver ce que vous nous dites. Mais la situation ne fait pas rêver. Ce n'est pas nous qui ne faisons pas rêver. C'est le monde qui ne fait pas rêver. C'est notre endettement qui ne fait pas rêver. Et donc, pour vous faire rêver, nous vous proposons de s'attaquer d'abord à l'endettement. Si on ne tape pas sur l'endettement, alors on continuera à payer et à payer indéfiniment. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne de mon âge arrive à 77 ans pour qu'on ait fini l'endettement d'hier.
et pas d'aujourd'hui et pas de demain. Moi, ça ne me fait pas rêver. Je pense que ça fait rêver personne. Par contre, si on vous dit il faut qu'on force les clés du coffre et qu'on réduise cet endettement-là, moi, ça me ferait rêver. Et j'espère que vous êtes aussi sensible à ça. N'importe qui, n'importe quel ménage rêve de diminuer ses annuités et ferait tout pour diminuer ses annuités. Payer des intérêts bancaires, parce que plus vous avez votre crédit qui est étalé, plus vous payez des intérêts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire des petites rustines à droite à gauche, on pétasse un petit trottoir par-ci, on fait par-là, mais par contre, on prend bien soin de réduire les indemnités, parce qu'économiser 20 000 € par an, c'est quand même pas rien sur un budget de 4 millions. Voilà, enfin, c'est toutes ces aberrations pour lesquelles nous, on pense qu'il faut faire autrement. Nous avons à nous investir corps et âme pour réduire notre endettement. Nous avons à nous investir corps et âme pour réduire nos dépenses encore. Parce que ce que nous n'avons pas encore fait, c'est toutes les économies liées à notre dépendance énergétique. Un foyer qui n'est pas solvable, vous n'allez pas lui dire « dis donc, vous feriez mieux d'isoler vos murs, de changer vos fenêtres, etc. etc. » Il faut d'abord un peu avoir les moyens de le faire pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, et c'est quand même un des plus grands points forts du mandat duquel on sort, c'est d'avoir augmenté la capacité d'investissement de la ville. La capacité d'autofinancement de la ville est aujourd'hui à un seuil qui va nous permettre de passer la vitesse au-dessus pour pouvoir envisager les dépenses, les réductions de dépenses que nous ne pouvions pas faire faute de financement pour investir dans les réductions d'énergie. Donc cet axe-là va être primordial sur ce mandat et nous allons l'attaquer dès le premier jour. Donc la réduction de notre endettement est une question primordiale pour les années, pour le mandat qui va suivre. Ensuite, ce que je vous disais, il y a l'intégration de la conscience écologique dans tous les domaines. Dans l'alimentation, dans l'enfance, par exemple, si on prend le cas de l'école Las Peeiras, il y a un problème, les enfants y ont froid l'hiver, voire trop chaud si la chaudière, on la met à max, il fait trop chaud l'été et on y mange très mal. Alors oui, on peut nous expliquer que la pomme est AB, mais moi, ça ne s'appelle pas ça bien manger si on mange des plats qui viennent de l'autre bout en les réchauffant et en se donnant bonne conscience, puisque 20% du plateau en AB, c'est quand même pas mal. Hein. Ben moi, ça ne me parle pas. Donc, n'importe qui, et je suis en âge d'avoir un enfant qui va à la cantine et qu'on a beau discuter avec tous les parents d'élèves, c'est quand même le point d'achoppement. La place de la jeunesse, enfin, et des anciens dans la cité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les Rabastinois qui restent à Rabastens, tous les Rabastinois qui viennent pour s'installer à Rabastens sont attirés par la qualité de vie. À Rabastens, on appelle ça village, mais c'est une ville. Village parce qu'il y a cet esprit de solidarité entre les gens, de présence. Nous ne sommes pas une ville dortoir et tout le monde est attaché à ce que cette ville ne devienne pas une ville dortoir. Pour ne pas devenir une ville dortoir, il faut que les personnes soient encore en ville et qu'elles vivent en ville. Il faut qu'il y ait des commerces qui fonctionnent. Pour cela, il faut que la mairie accompagne les commerces et les accompagne pas en voulant doubler le nombre de commerces, puisque on a beau le vouloir, on ne peut pas le mettre dans un programme. C'est un vœu pieux de doubler le nombre de commerces. Mais enfin, un commerçant, c'est la rencontre entre un porteur de projet et quelqu'un qui va louer son commerce. On ne peut pas forcer les deux protagonistes à s'entendre. Par contre, on peut nous être forcés ou se forcer à mettre en place les conditions idéales pour que cette rencontre soit fructueuse. Donc, tout faire pour avoir une ville vivante et dynamique. C'est des choses qui peuvent être simples, voire simplistes, mais les choses les plus simples sont les plus difficiles à atteindre. Enfin, et pour finir, puisque nous entendons ça depuis maintenant 2 ans et demi, le fameux plan de circulation. Le plan de circulation et de stationnement. Alors, que vous dire? Oui, il est à refaire. Oui, il est à parfaire. Une fois qu'on l'a dit, on va dire comment. Il faut faire avec les riverains, des spécialistes en la matière et les autorités compétentes. Concluré par ça,
ne peut pas être réputé par ses bouchons. Voilà pour la présentation du programme. Nous déclinons donc dans les feuillets que nous avons distribués tout ce qui concerne les éléments sportifs, la culture, l'assainissement, les travaux, les espaces publics, etc. Nous vous invitons à en prendre connaissance, mais surtout maintenant à échanger, puisque c'est le but, et pas de vous faire la lecture pendant que vous êtes sagement assis, les bras croisés. Merci. Je vous invite, si vous posez des questions, à lever le bras et à demander le micro. Première question, qui se lance? Pour le plan de circulation, vous l'avez voté? Alors, vous l'avez voté et pourquoi vous ne l'avez pas changé? Alors, je vous invite à poser la question dans le micro, parce que sinon les autres... et ça n'améliore pas la qualité du débat. Bon, le plan de la circulation, vous l'avez voté en mairie, vous-même et certains de vos policiers, et pourquoi vous ne l'avez pas changé entre-temps? Alors, justement, c'est une des informations qu'on entend le plus depuis le début de cette campagne. Non, un plan de circulation n'est pas voté, il n'a jamais été soumis au vote. Ce n'est pas une question délibérative. Le plan de circulation fait partie des compétences de sécurité du maire, et la compétence de sécurité du maire, qui fait partie des fonctions régaliennes, ne sont pas votées en conseil municipal. Donc, personnellement, je n'ai jamais eu à m'exprimer en conseil municipal sur le plan de circulation. Ce n'est pas un élément qui est voté. Donc aujourd'hui, on doit quand même entendre qu'il y a des bouchons, il y a plein de choses qui sont à l'origine de ces bouchons. On peut calmement les étudier et voir qu'il faut vraiment attaquer ce point-là. Je vais parler du plan de circulation, puisque sinon ça va revenir, et c'est important. On a une démographie qui est croissante. Tant sur Rabastens, nous avons gagné 250 habitants à peu près durant ce mandat, mais nous avons une population qui est croissante dans les communes avoisinantes. On a une croissance supérieure sur la commune de Coufouleux, si on en croit les chiffres de l'INSEE, Grazac, Salvagnac, etc. Les habitants de ces communes viennent à Rabastens. À Rabastens, ville où on s'est quand même arrangé pour avoir une école qui est mise dans un cul-de-sac. Parce que si on réfléchit aux bouchons, vous n'avez jamais de bouchons à 10h du matin à Rabastens. Vous n'avez jamais de bouchons à 15h à Rabastens. Excusez-moi madame, il faut prendre le micro parce que... Oui, mais je ne sais pas de quelle année vous discutez, mais il faut voir les choses de manière factuelle. Vous faites référence à quelle année? Comment? Vous dites qu'il n'y a jamais eu de bouchon, mais quand? Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu, Faubourg Saint-Michel, un bouchon. Alors, et là, j'en vois pratiquement tous les jours. Mais je suis d'accord avec vous, hein, je ne dis pas que vous avez tort, mais il faut examiner. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand même, d'accord, le maire doit faire ce qu'il veut, mais enfin, vous êtes... Alors, à quoi servent les conseillers municipaux? À rien. Si vous le dites... À quoi servent les conseillers municipaux? Alors, à quoi ils servent? Je pense que chacun d'entre nous peut faire le bilan de son action municipale. Aujourd'hui, nous sommes dispersés sur 3 listes, donc je ne vais pas rentrer dans à quoi servent ceux qui ne sont pas dans notre liste. Je ne préciserai pas que la personne qui a fait l'actuel plan de circulation n'est pas sur notre liste. Donc je ne vais pas être, moi, ce soir, redevable ou comptable des décisions que nous avons. Personne n'est responsable, quoi. En l'occurrence, tant que... De tous ceux qui se représentent, là, il n'y en a aucun responsable. Ce sont des propos qui n'engagent que vous, madame. Oui. Et je vous le dis de manière très respectueuse. Par contre, on peut échanger sur le même niveau. Sur les bouchons de Rabastens, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est l'accroissement de la population. Et on a beau dire, il suffit d'enlever... C'est la suppression des places de parking.
Faubourg Saint-Michel, on en a supprimé 15. Je ne pense pas que les 15 places soient à l'origine des bouchons sur Rabastens. Je reprends. Faubourg Saint-Michel, oui. Je le connais, le Faubourg Saint-Michel. Par contre, on n'est pas là pour discuter à deux, on est là pour discuter à plusieurs. Donc, si vous me posez une question, je veux bien aller au bout de ma réponse. Il n'y a aucun problème. Donc, je reprends mon explication. Il y a des bouchons à Rabastens. Il y a un accroissement important de la population comme il n'y a jamais eu depuis 30 ans. C'est quand même un élément qui est important puisque qui dit population arrivante dit voiture de plus. Ces voitures sont là. On a eu la bonne idée il y a 15 ans de placer une école dans un cul-de-sac. C'est-à-dire que pour aller dans cette école, par contre madame, vous ne coupez pas la parole, sinon on ne va pas arriver et je pense qu'on va ennuyer tout le monde. Pour aller dans cette école, qui est quand même la plus grande école du département, on y accède par un chemin en sens unique, donc vous avez à peu près à la même heure environ 400 voitures qui vont déposer l'enfant, puisque ce sont des maternelles élémentaires qui ne peuvent pas aller à pied, qu'on amène dans ce cul-de-sac, et pour sortir de ce cul-de-sac, on est obligé de reprendre un autre chemin à sens unique, qui vous amène bien évidemment vers le centre-ville et la halle. Que vous vouliez aller à Albi ou à Toulouse, vous repassez par le centre-ville. Donc vous avez à la même heure 400 véhicules, au moins, qui vont en sens unique dans un endroit, pour, à la même heure, repartir dans l'autre sens, quel que soit leur choix de destination, après Toulouse ou Albi. Vous avez, et les choses sont bien faites, à la même heure, les collégiens qui rentrent. Donc on rajoute un petit coup de passe-pont, et là, on arrive avec une donnée en plus à la même heure. Il y a les lycéens qui partent. Donc vous rajoutez le 702, qui, bien évidemment, se gare devant la halle, le point de rencontre des 400 voitures qu'on a envoyées dans un sens et dans l'autre. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la mécanique des fluides pour se rendre compte qu'on a toutes les conditions qui sont réunies pour créer un bouchon devant la halle. Bien évidemment, on rajoute quelques petits points, alors ça c'est du folklore, des rues à sens interdit parallèle, dans un sens, dans un autre, qui empêchent de pouvoir rentrer rue Gustave de Closade sans passer devant le Prévert, qui empêchent de pouvoir rentrer rue Gustave de Closade de la barrière de la Santé sans passer par la halle. Et là, vous rajoutez une rue qui est barrée, etc. Et là, enfin, je veux dire, c'est mécanique. Donc, je n'étais pas en charge de la circulation sur Rabastens, puisque je n'étais ni sur cette délégation, ni maire. À partir de là, je pense que ma réponse est honnête. Quand vous parlez de réduire les bouchons à Rabastens, il y a une chose qui m'inquiète, qui je trouve est plus grave que les bouchons à Rabastens, c'est la vitesse de circulation des voitures. Effectivement. Mais alors par contre, là, c'est pareil. On part des compétences du maire, donc il y a une compétence de sécurité. On peut, avec la gendarmerie, agir en termes de contrôle, et par contre, je n'ai pas vocation à refaire passer le code et la conduite à tous les habitants et les conducteurs de Rabastens. On a, et je le déplore, à faire face à une croissance des incivilités. Quand je suis sur la terrasse du Progrès et que je vois un nombre considérable de véhicules qui arrivent à prendre les promenades sans prendre le rond-point, eh oui, vous l'avez jamais vu? Ah oui. Ah si, quand même. Vous me rassurez. Là, je pense qu'on est au sommet des incivilités. Et nous ne pouvons pas, parce que je ne pense pas que ce soit la commune dans laquelle vous avez envie de vivre, d'avoir un policier à tous les coins de rue. Donc, sur la question de la vitesse, on est obligé de faire avec ce qu'on a, au mieux, de faire des contrôles et 2-3 flashs parfois, ça en calme certains, mais on ne peut pas aller au-delà. Sur la N88, enfin la D988 maintenant, c'est une voie grand gabarit, donc on ne peut pas faire des dodanes, des chicanes, etc., puisque nous devons laisser les convois. Mais on pourrait élargir les trottoirs. Comment ? On pourrait éventuellement élargir les trottoirs. Non, on n'a pas de prise sur ce type de voie. On ne peut pas réduire la voie. C'est une... D'ailleurs, c'est même pas la mairie qui décide, c'est une départementale. Donc la question ne nous appartient même pas. Et pour pouvoir faire passer les grands gabarits, on n'a aucune marge sur la taille des trottoirs. Ça, c'est... S'il vous plaît, comment ça se fait qu'à Coufouleux, ils mettent des ralentisseurs? Alors, à Coufouleux, ils mettent des ralentisseurs qu'on ne... Et ailleurs?
et ailleurs. Comme je le disais à madame, la D988 est une voie grand gabarit. Donc nous ne pouvons pas mettre sur cette voie des ralentisseurs. À l'époque, il y en avait des ralentisseurs ici. Ils ont été enlevés. Attendez, s'il vous plaît, vous voyez pas le monde en haut, mais il y a du monde en haut. Monsieur Drabla, j'ai une autre question concernant la circulation. Puisqu'on parle souvent des bouchons sur la commune, sur le centre-ville, est-ce que sur le projet, il est envisageable de mettre justement aux heures de pointe une circulation stoppée, dégagée aux heures d'affluence, laisser libre le champ, et remettre la circulation normale comme à l'époque pour pouvoir désenclaver? Puisque ce centre de circulation actuel, il serait bien qu'il soit alterné par les heures de pointe par des feux, et permettre de ce fait remettre hors de pointe la circulation libre. Alors je pense qu'il n'y a pas d'éventualités qui peuvent être écartées aujourd'hui, mais étant donné que le projet de plan de circulation doit faire lui-même l'objet d'une étude avec des gens compétents, vous dire exactement ce qui va être fait point par point, c'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire qu'on ferait derrière un travail qui serait inutile. Là, on peut faire le constat, voir là où ça bloque, mais ce n'est pas, et justement pour éviter les écueils du passé, refaire à une personne seule un plan de circulation, sachant qu'on n'a pas, en tant que conseiller ou maire, les compétences en matière de gestion de la circulation. Ce que je voulais dire, moi, c'est simplement aux heures de pointe, alterner justement. Mais il y aura, à mon sens, plusieurs scénarios qui seront proposés et nous allons étudier quels sont ceux qui vont être retenus, sachant que quand bien même on retient un modèle, dans n'importe quelle commune ça se fait, les choses sont mises en test, des choses sont retenues, d'autres ne seront pas retenues. Moi, j'aurais une autre question, la dernière je pense, concernant l'abattage des platanes sur la promenade Oussane. Alors, tout le monde le sait, puisqu'il y a une réunion publique il y a 15 jours, je crois qu'il y a une notification pour l'abattage du platane qui est malade et qui est identifié et cerclé aujourd'hui et connu de tous, et des platanes qui se trouvent dans un rayon de 35 mètres autour de cet arbre. Nous avons un temps limité pour le faire, et étant donné les connaissances actuelles, et je vous ai dit en préambule que je travaillais à l'INRA, et il se trouve que c'est l'Institut qui a été chargé par l'État depuis maintenant des années. L'INRA de Marseille travaille dessus, étant donné que la maladie a été découverte à Marseille. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les collègues. Monsieur Vigourou, pour ne pas le nommer, lui ai dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait pour les platanes? Comment ça se passe ?» Il me dit « Franchement, vous réfléchissez pas, vous obéissez et vous les brûlez. Il n'y a rien d'autre à faire. » Donc, si on veut préserver les platanes qui sont au-delà de ce rayon des 35 mètres, il faut agir de manière responsable et éviter la transmission pandémique du chancre coloré. Est-ce qu'on peut replanter? Tout à fait, on doit replanter, d'ailleurs c'est un devoir moral. Par contre, on a une interdiction pendant 10 ans de replanter du platane. La seule avancée scientifique notable aujourd'hui, c'est qu'on est en train de mettre en place des hybrides de platane qui sont résistants au chancre. Mais même ceux-là sont interdits d'être choisis sur une zone atteinte de chancre coloré. J'aimerais savoir quelle est votre position par rapport à l'accueil des demandeurs d'asile à Rabastens. Qu'est-ce que vous attendez comme proposition d'un maire sur une question qui n'est pas de sa délégation? Là, on rentre dans un choix qui relève plus de l'humanisme ou du déshumanisme, et je ne pense pas me reconnaître dans la deuxième version, mais par contre, ça ne rentre pas dans les compétences du maire à proprement parler. Oui, après, il y a certaines choses qui peuvent être faites pour faciliter leur accueil. Vous entendez quel type d'action? La mise à disposition d'une maison pour les demandeurs d'asile qui n'ont pas obtenu leur papier.
peut être une attente de... Mais nous n'avons toujours pas cette même maison, enfin en tout cas on l'a, mais elle n'est pas disponible pour l'accueil aussi des Rabastinois qui sont dans cette situation-là. Donc je pense que moi je ne suis pas pour opposer les Rabastinois aux demandeurs d'asile. La question aujourd'hui qu'on a, et on l'a déclinée dans notre programme, c'est de pouvoir déjà avoir des solutions d'accueil pour les personnes qui sont en difficulté. Parce que si on parle de social au niveau municipal, c'est du social d'urgence. Et aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas en mesure de pouvoir accueillir, que ce soit un demandeur d'asile ou un Rabastinois, en l'occurrence, de manière urgente. Donc moi je ne suis pas vraiment dans la segmentation des gens, à savoir s'ils sont ou pas demandeurs d'asile. S'il y a un Rabastinois qui est en situation d'urgence et qui a besoin d'un logement, on ne va pas dire « attendez, on a priorité aux demandeurs d'asile ». Ah non, c'est absolument pas ce que je dis. Non, mais étant donné que sur cette compétence-là, ce n'est pas celle du maire, mais du conseil départemental, et c'est pour ça qu'on rappelle, et c'est normal que vous ne le sachiez pas, mais en l'occurrence, ce n'est pas la compétence du maire à proprement parler de s'occuper de l'accueil des demandeurs d'asile. Après, on ne va pas dire, ah ben non, c'est pas notre compétence. Si on a un logement et qu'il y a une demande, on l'étudiera, mais on ne peut pas en faire un axe prioritaire sur un programme municipal. Une autre question là-haut. Ah, je pensais que vous aviez fini, monsieur Drabla. Passez. Je voulais savoir pour le projet, le programme dont il va être l'autre, si... Ah, il est déjà, on vous l'a distribué, certainement. D'accord. Alors, je voudrais savoir simplement une question que vous posez. Comment vous opérez quand vous faites les attributions de logements pour les associations de locaux, du moins? De quoi? Des locaux, à la demande de certaines associations sur Rabastens, pour des subventions accordées aux associations de Rabastens. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un magnifique CERFA qui fait suer beaucoup d'associations, mais qui permet d'avoir une égalité de traitement entre les associations qui sont demandeuses. Les associations présentent l'association, leur projet, ce qu'elles font, le chiffre et le proposent. Et c'est en commission que les demandes sont étudiées et elles sont ensuite proposées en délibération au conseil municipal. Bonsoir. Alors je vais te tutoyer, puisque dans la vie de tous les jours on se tutoie. Je ne vais pas être assez hypocrite pour employer le mot. Est-ce qu'on peut revenir sur le plan de circulation? Oui, bien sûr. Bon, moi, quand ce plan de circulation a été mis en place, j'ai eu la curiosité, avant qu'il soit mis en place, de calculer combien de temps on mettait pour traverser le pont, en particulier avec la mise en service de la rue Cousy. Et également, par la suite, j'ai donc fait l'étude du temps qu'on mettait après la mise en place. Dans une journée, ça représente 7 minutes. Est-ce que c'est important, 7 minutes, dans la vie d'un Rabastinois? Par jour, des jours ouvrés, hein, des jours ouvrés, pas les autres jours. Je parle pas des jours. 7 minutes par jour. Voilà. C'est une question que tu me poses là? Ouais. Alors, il faut, quand on étudie ce genre de choses, il faut mettre en regard d'abord la sécurité des piétons. Et c'est ce qui a été privilégié. Après, on ne doit pas être sourd à l'exaspération de la population, comme bien même on trouverait qu'elle est, ou qu'elle peut être, ou qu'elle pourrait être surdimensionnée. Même si c'est pas parce que moi je ne ressens pas la même douleur que vous, que votre douleur n'existe pas. Et c'est là où l'exercice est un peu subtil. Donc, oui, 7 minutes, enfin, moi je ne l'ai pas mesuré à titre personnel, puisque je ne viens pas d'où que ce soit en prenant le pont de Coufouleux, mais en venant d'Albi, je sors à Lille, et en venant de Toulouse, je sors à Gémil. Donc la question, elle se pose moins, mais par contre, on doit écouter quand même cette exaspération sans pour autant en faire non plus l'alpha et l'oméga des 6 prochaines années de la vie de Rabastens, parce qu'il y a plus important quand même. Très bien, alors je vais poser des questions traditionnelles que je pose à tous les candidats. Bon, je rappelle que je suis le chroniqueur du journal d'ici. Donc l'enquête que j'avais faite pour l'histoire de la traversée du pont, je l'avais fait pour le journal, bien entendu. Oui. Puisque c'est bien gentil de parler des choses, mais encore faut-il savoir de quoi on parle. C'est par exemple pour les platanes dont on s'est exprimé, nous avons fait appel à des experts indépendants.
Et c'est très bien. Donc, je reviens sur la question primordiale, la question des alliances possibles pour un deuxième tour. Alors, Sarah M'ont proposé d'être sur leur liste jusqu'à être tête de liste. Donc vous imaginez bien à quelqu'un à qui j'ai dit que je ne voulais pas être sa tête de liste, qu'on ait en plus le chic d'offrir 4 listes. Moi je pense qu'on aurait pu et dû en avoir moins, parce qu'il y a un effet seuil entre pas assez et trop, mais bon, c'est aussi la liberté et je pense que c'est important que la démocratie puisse s'exprimer, mais alors que ne nous serions pas entendus plutôt que d'offrir, là vous avez 4 spectacles gratuits depuis hier. Enfin, je veux dire, il faut quand même assumer de participer à ça. Donc moi en tout cas c'est ce que je fais ce soir, mais j'ai envie de vous dire qu'il est bien regrettable et beaucoup de gens sur ma liste regrettent déjà qu'on en soit arrivé là. Si j'ai pas accepté d'être tête de liste de quelqu'un, vous imaginez que pour pouvoir arriver, coûte que coûte, on soit prêt. Enfin, je pense que c'est exactement l'opposé de ce dans quoi on s'est engagé. Je pense qu'on soumet un projet, on a beaucoup travaillé là-dessus, on s'exprime pour le défendre. Après, si on n'est pas retenu, eh bien, il faut savoir jouer le jeu, et c'est la démocratie, et écouter, plutôt que de jouer des alliances, des machins. Enfin, je veux dire, moi, à 20 ans, il y avait déjà X alliances de la gauche, et qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Voilà. Alors, justement, question en corollaire, est-ce que Sarah Campollon, si jamais elle était battue, elle siégerait au conseil municipal? Ben, encore heureux. Oui. Je veux dire, on ne se présente pas que pour gagner, on se présente pour défendre les idées qu'on vous présente aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et comment elle envisage la fonction de conseiller municipal d'opposition? On examine les propositions, on ramène... Enfin, l'opposition, je pense, c'est ce que je dis d'ailleurs quand j'ai dit non à chacune des têtes de liste, on ne sera pas assez, à 29, à vouloir le bien de Rabastens. Donc, et c'est ce que je m'attacherai à faire si je devais être dans l'opposition. Bon, moi je ne suis pas là pour ça ce soir, hein, donc soyez tranquille. Mais si on est dans l'opposition, on est là pour construire Rabastens. Enfin, je veux dire, s'il y a des choses avec lesquelles on s'entend avec la majorité, bien sûr qu'on ne fera pas de l'obstruction. Moi, en tant que conseillère municipale adjointe actuelle, d'autres, et j'invite les autres à s'exprimer, on a subi un combat de coq, Enfin, moi, j'ai pas du tout envie de jouer dans ce cours-là. C'est pas du tout ce pourquoi, à mon sens, vous me donneriez mandat pour vous représenter. On est là pour construire. Et dans l'opposition, si on ne le prend pas en guerre personnelle, je pense qu'on peut être très constructif. Et en tout cas, moi, si je devais être majoritaire, et c'est quand même ce pourquoi on se présente, et je vous invite à nous faire confiance là-dessus, je n'aurai pas vis-à-vis de l'opposition une opposition stérile. On va les inviter à travailler avec, parce que du bon et du mauvais, il y en a partout. Je vous ai dit en préambule de ne pas dire ben, ça c'est mon ami ou c'est pas mon ami, mais par contre, bien évidemment qu'il y a du bon partout. Aujourd'hui, vous êtes dans la situation où vous devez choisir. Donc, choisir celui qui a le programme le plus tenable, le programme le plus responsable, avec le meilleur état d'esprit et les valeurs qui sont les vôtres. Et c'est ce qu'on souhaiterait vous voir avec vous pour que vous convaincre que c'est votre choix et de vous représenter. On a beaucoup parlé avec beaucoup de monde, les associations, les commerçants, les habitants, et il nous semble que ce qu'on propose est la chose la plus représentative des Rabastinois aujourd'hui, tant dans l'état d'esprit que dans la manière de faire. Très bien, merci. On va parler déchets maintenant. Qu'allez-vous faire pour les déchets? Le phénomène des déchets, des containers pleins, que les gens se plaignent? Alors, le problème des déchets qui est différent qu'on soit en ville ou à la campagne. Vous me posez la question pour la ville ou pour la campagne? Les deux. D'accord. Ça fait partie de l'agglo, les déchets. Alors, ça fait partie de l'agglo. Alors, là aussi, je pense que c'est important de préciser que le maire
est quand même celui à qui vous donnez mandat avec son équipe pour vous représenter. Donc ce n'est pas parce que les choses ne sont pas décidées en mairie qu'elles ne peuvent pas se faire à l'agglo. L'agglo n'est pas, c'est pas comme si on faisait un transfert de compétences au conseil régional ou au département dans lequel on ne siégerait pas. Dans l'agglo, on siège. Et dès lors qu'on siège, on doit porter sa voix. Aujourd'hui, il y a des containers qui sont distribués. L'agglo a choisi avec les conseillers municipaux de Rabastens, d'effectuer la répartition des containers de mémoire d'est en ouest. Donc moi, à titre personnel, j'habite le hameau de Saint-Géry, j'ai mon nouveau container depuis une semaine, youpi. Donc container ordures ménagères et container tri. Donc on espère que ces nouveaux containers vont permettre de pouvoir se passer des containers collectifs, puisque, et je reviens sur la question des incivilités, on doit déplorer la régression de la conscience collective dans laquelle on voit des containers dans lesquels ils viennent d'être vidés et des gens qui ne se posent pas la question, ils mettent des cartons tout vides, non pliés, aucune conscience par rapport à ceux qui viennent après, c'est-à-dire qu'on peut avoir en l'espace d'un quart d'heure 4 containers qui sont occupés. Là, je ne comprends toujours pas, enfin, je dois peut-être pas être assez intelligente pour comprendre que se passe-t-il dans le cerveau de la personne qui met des cartons non pliés dans un container et qui ne se demande pas que va faire la personne derrière moi. Enfin, c'est pareil pour le stationnement, c'est pareil pour la vitesse. On peut écraser quelqu'un, mais c'est pas grave. Moi, j'aurais gagné 30 secondes. On peut salir, c'est pas grave. Et ensuite, ne parlons pas des gens qui, quand ils trouvent un container plein, ben, ils se disent qu'est-ce que je peux, ben, je peux encore mettre dessus, puis ça tombe par terre. Et puis si je peux y mettre du plâtre, c'est encore mieux parce que j'ai une déchetterie gratuite. Mais c'est pas grave, je peux mettre ça. Enfin, il y a quand même, il y a plusieurs points pour attaquer ce problème-là. Au-delà de mettre à disposition des containers pour les habitants, pour qu'il n'ait plus l'histoire de se dire « eh bien, je suis mal équipé », il y a à informer, mais il y a un moment où on va être obligé aussi de sanctionner. Les gens, dans les containers, on ne parle plus de récolte des déchets, on parle de décharge sauvage. Et il faut appeler un chat, la décharge sauvage est quelque chose qui est sanctionnable et à sanctionner. Ça amène des problèmes de sécurité sanitaire, et là on rentre dans les compétences du maire de dire « eh bien je suis désolé, je ne mets pas en plein été, en péril, la santé des gens qui habitent à côté de ces containers dans lesquels on peut retrouver en plus des cadavres d'animaux, etc. » Parce que là, on a vu le pompon de la pomponnette, hein, si on peut dire ça comme ça. Qui va sanctionner? Le maire. Le maire, mais qui va sanctionner? On sanctionne la personne qui est à sanctionner. La police municipale, elle n'existe pas. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Après, ce n'est pas un phénomène qui a vocation à être éternel, la non-existence d'une police municipale, surtout que administrativement, les choses doivent pouvoir se débloquer à partir de maintenant. Donc, on pourra avoir un policier municipal, mais le maire aussi est en mesure de pouvoir verbaliser sur ce type d'action. Donc moi, ça me gêne absolument. Sur le fait. Comment? Ah mais il faut les attraper sur le fait. Non, pas du tout. Il y a des gens qui sont assez malins quand même pour mettre leur carton avec les étiquettes vente privée, vous avez le nom, l'adresse, etc. C'est facile, hein, je veux dire, j'ai envie de dire de manière pas très soutenue, à Concon et demi. Hein. C'est vu. Oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si c'est une question, c'est plutôt un enjeu qui peut être une opportunité, qui peut être une crainte, et en tout cas, j'espère, pour moi, ce sera une interpellation. Depuis maintenant, moi je pratique un petit peu le ville de Rabastens depuis quelques années, pour être quand même là depuis un peu de temps, et aussi avoir contact avec les diverses équipes d'élus, quel que soit leur bord, par ailleurs. Voilà. Depuis une loi qui a modifié beaucoup de choses par rapport aux compétences pour le coup de la commune, qui s'appelle la montre. On a, comment dire, un champ de compétences qui s'est extrêmement rétréci au niveau de la commune, et surtout des pouvoirs de décision qui se sont éloignés sur une comité d'agglo, je dirais, avec
une opportunité dans certains cas, ça peut être le fait de pouvoir mutualiser des moyens. Donc je pense à des domaines comme l'assurance collectif qui sont nous rapportés pour certaines petites communes. Donc ça c'est pas mal que ça soit centralisé. Mais en fait, là où il y a la centralisation, il y a le pouvoir et le financement. Donc les communes ont une prise beaucoup moins forte là-dessus. Et ma crainte, elle est forte, c'est qu'effectivement il y a un réel éloignement de la population en termes de démocratie directe par rapport aux centres de décision qui sont déportés. Dans mon domaine que je connais assez bien, je pense très bien, l'humanisme, aujourd'hui, on a vu une évolution qui est qu'on avait un interlocuteur il y a déjà quelques années au niveau de la mairie qui avait une vision d'ensemble, une compétence. Aujourd'hui, je trouve que de plus en plus, la commune, mais c'est toutes les communes, c'est pas spécifique à Rabastens, sont presque plus un espace, un boîte à lettres, et on renvoie après les personnes sur un centre instructeur. Ben, on attend des délais qui sont en général de plus en plus longs, avec des réactions, je dirais, des points de vue, d'un point de vue juridique et technique, qui sont, je trouve, effectivement très conformes à l'implémentation, mais pas forcément à l'esprit de la démarche, et en tout cas au fait de soutenir, de pousser des projets, ou en tout cas de les faire évoluer. Ma crainte, c'est au niveau de la démocratie, qu'on ait des interlocuteurs au niveau de la commune qui de moins en moins quelque chose à dire, sauf, et c'est mon interpellation, s'ils ont la capacité, la volonté, le désir de défendre les projets, y compris les projets innovants, et de bousculer un peu nos techniciens qui sont à 20-30 bornes qu'on ne voit jamais, puisqu'ils sont en back-office et qu'on explique qu'on ne peut pas les joindre d'une façon ou d'une autre. Et là, je pense qu'il y a un enjeu qui est fondamental pour l'avenir. Sinon, les communes ne seront plus que des lieux d'enregistrement de l'état civil et pas grand-chose de plus. Alors, là, en gros, tu me lances une dissertation sur avantages et inconvénients de la loi NOTRe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la loi NOTRe, parce que c'est quand même pas, on rentre dans du jargon très technicien, c'est la loi qui date de 2015 et qui a instauré la nouvelle organisation territoriale, d'où l'acronyme NOTRe. Cette loi, qui, à mon sens, et mes propos n'engagent que moi, est le sommet de l'antidémocratisme, puisqu'elle a été votée alors qu'elle n'a jamais figuré sur le projet de celui qui nous l'a fait adopter. D'accord ? Donc on subit une nouvelle organisation territoriale voulue par et sous la présidence de M. Hollande. Il ne s'est jamais engagé là-dessus et nous l'avons suivi et plutôt subi bellement. Il s'agit d'une loi qui est la déclinaison des directives européennes qui visent à augmenter la taille des interlocuteurs et à nous faire nous éloigner tant et plus du modèle administratif hérité de la Révolution, à savoir l'État, les départements et les communes. Nous effaçons au fur et à mesure ce triptyque pour aller vers un modèle germanique dans lequel vous avez l'Europe, les conseils régionaux et les communautés d'agglomération, métropoles et autres communautés de communes, avec un ressenti pour nous autres habitués français de notre fameux triptyque État, département, commune, un éloignement du suffrage universel auquel on était tant habitués. Parce que vos représentants à l'Union européenne, je suis sûr que vous ne les connaissez pas, non plus. Et à la limite, aujourd'hui, celle qui s'en sort le mieux aujourd'hui, c'est le conseil régional. Mais bon, ça dépend de qui on a affaire. Pour ce qui est de la communauté d'agglomération, je te rejoins dans le sens où on ressent un éloignement. Ma position, elle est que toujours le yin et le yang, thèse, antithèse. On arrive, le mauvais côté, c'est l'éloignement, etc. Aujourd'hui, on doit faire avec. On nous dit, c'est pas trop dans mon tempérament, parce que il faut arriver à subir les choses en étant poli avec le sourire. Donc oui, on doit faire avec, mais dès lors qu'au fond de soi, on n'est pas très d'accord,
On va tout faire pour faire avec, tout en restant attaché au mandat qui nous est donné. C'est-à-dire, arrêtez de dire aux gens, vos poubelles, c'est pas mon affaire, c'est tes coups. Parce que si on ne dit, ça veut dire qu'on l'accepte. Et de lors qu'on ne l'accepte pas, alors on n'a pas à le dire. Et d'aller dire à tes coups, moi, c'est pas mon problème, vous me réglez le problème, et puis c'est tout. La façon, après, d'arriver à ces fins, c'est d'être un tantinet diplomate. Donc là, je prends l'antithèse. Et c'est en s'entendant avec les membres, nos compagnons de galère de la communauté d'agglomération, parce que ce ne sont pas nos ennemis, ils ont eux-mêmes eu à subir la même bêtise que nous. Donc, jouons intelligent et ensemble, faisons en sorte de vivre une harmonie sur un territoire avec les outils qu'on a, mais tout en ayant en tête de ne pas abandonner ceux qui nous ont donné mandat de ce suffrage universel direct. C'est très technique peut-être, mais j'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Une autre question. Vous nous avez parlé tout à l'heure, vous nous aviez dit tout à l'heure, pardon, que vous étiez élu de la majorité sortante, que vous alliez poursuivre donc votre engagement des 6 années passées, et que vous aviez la satisfaction du travail effectué. Donc parmi les travaux qui ont été effectués, pour certains d'entre eux, ils ont été inscrits l'investissement donc au budget primitif, qui effectivement doit être sincère, c'est une obligation réglementaire. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'une fois qu'on a voté le budget primitif, en fin d'année, il faut voter le compte administratif. Ce qui n'a pas été fait puisque vous n'avez pas siégé au dernier conseil municipal, vous et certains de vos policiers. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce qu'on doit avoir une explication? Et le fait de dire qu'on a jusqu'au 30 juin pour le voter, le compte administratif, ce ne sera peut-être pas suffisant. Merci. Ce qui est plus drôle, c'est de comprendre mes applaudissements. Je réponds à votre question. Bien évidemment, je n'étais pas présente au dernier conseil municipal et lorsqu'on me pose la question, j'explique assez facilement pourquoi je n'y étais pas. Ça s'appelle un concours de circonstances. Dans ma vie, j'ai aussi à hiérarchiser les priorités. Je pense ne pas avoir beaucoup été absente aux conseils municipaux durant toute la mandature, sauf ceux pendant lesquels j'étais à Montpellier pour des raisons professionnelles et je tiens à préciser que durant cet interlude montpelliérain, je n'avais pas d'indemnité qui me permettait de faire ce que je suivais de loin. Là-dessus, j'arrête. Quant à mon absence à ce conseil municipal, elle n'était absolument pas anticipée en termes de ne pas pouvoir permettre le vote des comptes administratifs. Puisque si l'on compte les présents et les absents, je tiens à vous rappeler que votre voisine était aussi absente et sa seule présence aurait permis de voter les comptes administratifs, donc je ne peux pas être tenue seule responsable. Ça fait quand même, j'ai des larges épaules. Je n'ai pas fini, puisque je ne contrôle pas la réaction du public, mais mon absence n'est pas la seule qui justifie du fait qu'il n'y ait pas eu le quorum la dernière fois, et ce n'était pas un acte calculé, etc., puisque tous les membres de mon équipe actuelle n'étaient pas absents. Non, c'est vous qui l'avez sous-entendu. Non, excusez-moi madame, je comprends quand même entre les lignes. Je n'étais pas présente et le compte n'a pas été voté. Eh bien, je le regrette, on peut toujours organiser jusqu'au 15 mars un autre. Même monsieur le maire aurait dû reconvoquer dans les 3 jours. Je suis d'accord. Mais en tant que conseiller municipal, vous pouvez peut-être lui suggérer. En tant que conseiller municipal, vous pouvez toujours lui suggérer. C'est l'ordre, la date des conseils municipaux et l'ordre du jour des conseils municipaux, ça reste toujours une prérogative du maire et pas des conseillers ni des adjoints. Vous pouvez le lui suggérer. Et que c'est conseiller municipal. Alors, j'entends votre proposition. Voilà.
c'est dommage qu'on n'ait pas une réponse, donc effectivement, je n'étais pas présente, mais j'ai donné procuration. Mais en fait, la liste ensemble, votre liste, Madame Campredon, n'était pas présente dans l'ensemble. Donc c'est vrai que ça aurait été intéressant de savoir pourquoi. Bon. Moi, je voulais poser une question concernant un élément du blog, à savoir que vous mettez en avant la nécessité d'avoir une piscine pour permettre aux élèves de pouvoir bénéficier d'un apprentissage de la natation. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'effectivement le ministre a mis en avant cette nécessité, tout en se désengageant de tout financement. Donc, comme vous avez un devoir de sincérité que vous avez souvent mis en avant, j'aimerais connaître un petit peu les modalités ou les recommandations que vous envisagez pour ce projet. Alors, que les ministres nous demandent de faire des choses sans moyens, ça, on commence à avoir l'habitude. Je suis moi-même fonctionnaire d'État, je sais comment ça marche. On vous dit de faire et après, pour le reste, débrouillez-vous. Donc oui, on a besoin, et c'est une nécessité, d'avoir une piscine fonctionnelle sur Abastins. À titre personnel, j'emmène mon fils en natation à Gaillac. Est-ce qu'on trouve ça bien? Non. Pourquoi moi, le mien, pourrait aller nager à Gaillac et pas les autres petits Rabastinois? Donc partant de là, on doit pouvoir trouver les moyens, peut-être avec les autres communes, en cherchant des fonds qui nous permettraient de répondre à cette invective. Pourquoi pas des fonds européens? On a peut-être des moyens à travers le leader et autres actions de ce type pour nous aider à financer. Après, si c'est une priorité, et en tout cas pour nous ça l'est, on trouve les moyens pour répondre à cette priorité. En tout cas, c'est déjà en disant et en pensant à la priorité qu'ensuite on se donne les moyens. Parce que c'est ça qui est important, et je pense que c'est la question, on peut la décliner à toutes les autres questions. Quand j'entends des gens me dire « Ah mais ça c'est trop cher », ça ne veut rien dire. Trop cher, c'est une valeur relative par rapport à l'objet, par rapport au sujet, par rapport au temps. Ça ne veut rien dire. Il faut voir combien ça coûte, c'est-à-dire d'abord évaluer le coût de la chose. Dès lors qu'on considère que c'est une priorité, on va chercher les autres cofinancements pour pouvoir voir comment diminuer au maximum le reste à charge. Et c'est sur le reste à charge qu'on soumet dans le budget global la décision au conseil municipal de voter ou pas la réalisation des travaux. Et ça, c'est pour la piscine, mais c'est pour tout autre élément. Il nous faut avoir la capacité de faire l'avance de trésorerie, mais là, souvent, quand on a, et c'est l'avantage du conseil régional, c'est pour ça que j'ai écarté par rapport à la question de M. Noyer l'implication du conseil régional. Le conseil régional nous accompagne mieux en nous faisant l'avance de trésorerie à 80%, et dès lors, on devrait pouvoir le rentrer dans un budget municipal. Alors oui, là vous faites une réponse très générale, mais en fait on a déjà les éléments, puisque Pablo a fait une étude sur l'ensemble des piscines de l'agglomération, donc les 63 communes. Donc ces éléments, vous les avez. Voilà, là il s'agit d'entrer dans un projet. On est dans des tergiversations non chiffrées, non palpables. Vous avez proposé au cours de votre mandat un projet concernant Notre-Dame-du-Cours de réhabilitation. Ce projet, vous avez su le décliner selon 4 items où vous avez fait appel à différents financements. Donc, vous avez effectivement la capacité à prendre acte des éléments qui sont déjà évalués. Sauf que vous placez les financements européens à un tel niveau. Dans votre document de campagne, vous établissez que les financements sur ces projets sont à 90%. Moi, j'ai une lettre adressée à M. Alain Drest, signée du maire Pierre Verdier, à l'issue d'un conseil municipal. C'est un document qui est accessible à tous les citoyens. En fait, quand on fait les calculs, on arrive péniblement à 70%. Et donc, mais péniblement. Donc, s'il faut faire attention à promettre des choses, vous avez un devoir de sincérité. Voilà, là, c'est des documents qui sont consultables. Il faut faire attention. Donc là, vous répondez sans répondre, parce que je pense qu'avec le travail que vous avez fourni, cette étude, vous ne pouvez pas l'ignorer, et donc vous pouvez déjà acter quelles sont les orientations que vous favorisez par rapport à cette étude de l'AGLO qui a émis plusieurs scénarios. Alors là, par contre, le devoir de sincérité, je vais vous le renvoyer, parce que puisqu'on joue à un jeu... Non, attendez. Vous avez voté dans les derniers conseils municipaux, et je sors les dates. Septembre, octobre, novembre et décembre 2018,
les financements sur Notre-Dame-du-Bourg. Et vous les avez votés, vous ne vous êtes pas abstenus, vous n'avez pas voté contre. Dans ces financements, on a 50% de l'État, DRAC, et vous l'avez voté. 30% conseil régional, et vous l'avez voté. Pompon, on a une autorisation du préfet pour déplafonner les aides, et vous l'avez voté. Et nous l'avons obtenu. Et là-dessus, on a demandé 10% du conseil départemental. Donc, je reprends mes calculs, 50 plus 30 plus 10, à preuve du contraire, ça fait 90. Ne dites pas non, puisque nous avons les attributions, c'est facile de dire n'importe quoi, surtout quand on se présente sur une autre liste. Vous rigolez? Non, mais si vous jouez, et là, je vous dis, alors, je continue ma réponse, vous allez détourner un dossier dans lequel il y a, sur la réponse que j'ai faite à M. Brest, un élément technique qui a dû vous échapper, et c'est pour ça que vous tombez sur 70%, c'est que l'attribution des subventions se fait sur un montant hors taxe. Donc, vous retrouvez, comme c'est une section d'investissement, les 20% de TVA qui vont nous être retournés, on ne les demande pas en subvention. Donc vous partez sur 90% de subventions sur un total hors taxe, et là vous ne retrouvez pas vos billets parce que j'ai mis du TTC en plus. La commune a à faire une avance de trésorerie des 20% de TVA qu'elle récupère bien évidemment 2 ans plus tard. Alors, les subventions hors taxe. Ben oui, parce que les subventions sont hors taxe. Et ça, c'est normal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La tranquillité publique. Oui, monsieur. Alors, si tu veux que je pose pas la question, je pose pas la question. Ah non, non, ils ont tout le monde. Ah, mais j'ai la gueule. Ah non, tranquille. Ils sont fous, hein. Pour la millasse. On est là pour ça. Vous savez, les objectifs, c'est réorganiser pour améliorer le fonctionnement de la police municipale et locale. Qu'allez-vous faire? Que vais-je faire? C'est une chanson. Combien de policiers municipaux vous allez mettre en place? 1, 2, 3, 4, 5, 6, à qui mieux? Ben, déjà, remplacer celui qu'on n'a pas. Qu'on n'a plus. Qu'on n'a pas et qu'on a. Il a démissionné? Il est en disponibilité. Donc il fait partie toujours de la mairie. Comment? Il fait partie de la mairie encore. Oui, mais sur une disponibilité longue, on peut remplacer. Donc on remplacera, et après, déjà, voyons ce qu'on peut faire déjà avec un. Et quand on parle de tranquillité et pas de sécurité, parce que si on veut avoir des policiers tout le temps, il faudra en avoir 2 en ronde, alors jour et nuit, les week-ends, ça nous fait les 3-8. Par contre, sur 6, là, on ne s'engage pas parce qu'on plombe le budget pour un enjeu qui est certes important, mais qui n'est pas à la mesure du recrutement de 6 équivalents temps plein. Mais c'est votre objectif, hein, c'est marqué là. Oui, non mais non, attendez, on parle d'un objectif de tranquillité publique, on ne parle pas d'un objectif de rendre une ville hyper sécuritaire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais bien donner la parole à d'autres colistiers aussi. Moi, je voulais t'interroger concernant le centre de loisirs. Aujourd'hui, il est à Las Perras et donc ne peut pas bénéficier à l'ensemble des enfants de la commune, puisque les enfants qui sont à l'école de Puységur ne peuvent pas en bénéficier, entre autres le mercredi matin. Quelle solution? Quelle position? Alors, le centre, alors on a quand même, et ça c'est une idée, c'est un héritage formidable à Las Perras, un énorme paquebot qui est Las Perras. Donc c'est vrai que le centre de loisirs qui se situe à Las Perras, j'ai envie de dire, c'est normal. Après, c'est à voir entre les deux structures s'il y a des conventionnements possibles. Mais, quand on me demande si les choses qu'on met par exemple par rapport aux cantines scolaires seront applicables aux enfants de Puységur, dans l'absolu, ça dépend de la volonté des parents de Puységur. Mais pour nous, mairie, les enfants de Puységur ou les enfants de Las Perras sont des enfants rabastinois. On n'a pas à discerner les deux. Par contre, étant donné que la mairie est
le conseil d'agglomération, parce que c'est là-dessus que ça se joue, est compétent sur une école publique, on ne peut pas... Ces écoles privées, est-ce qu'il peut y avoir des conventions entre les collectivités et les écoles privées pour ce type de prestations? Je ne sais pas, c'est peut-être idiot ce que je dis, je ne sais pas si ça existe. Pour l'instant, je n'ai pas connaissance qu'il y ait ce genre de choses, mais ça peut s'étudier et puis il faut voir si ça passe, si c'est conventionnable, si ça passe le contrôle de l'égalité, et puis après... D'accord. En tout cas, dans l'intention, c'est pas de segmenter public-privé, mais après, nous, on a des prérogatives sur le public. Ben oui, mais ceci étant, c'est vrai que ce sont des organismes privés, mais rien n'empêche peut-être qu'il y ait des conventions pour certaines actions. J'en sais rien, hein, je pose la question. Ça, a priori, il n'y a pas d'obstacle. Après, c'est étudié et je ne vais pas m'engager sur quelque chose que je maîtrise pas. Très bien, merci. Jean, derrière. Oui, Sarah, quelle sera ta position concernant la pérennisation de nos chemins, et en particulier du Sentier des Berges, qui entre dans un projet de GRP? Quelle sera la position de Rabastens et de l'accueil des randonneurs et pèlerins? Parce que, voilà, dans ces domaines, comment tu vois les choses? Alors, deux éléments qui sont séparés, les randonneurs à proprement parler et ceux qui suivent le chemin de Saint-Jacques. Puisque Rabastens est une étape sur ce chemin, et c'est une étape importante, puisque c'est en étant étape du chemin de Saint-Jacques que Notre-Dame-du-Bourg est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a une association pour répondre au chemin de Saint-Jacques, la CIR, avec laquelle on travaille énormément, et de manière très constructive, puisqu'ils sont très très bons, pour promouvoir les chemins de Saint-Jacques de manière, je dirais, plus institutionnelle, communication, valorisation. Après, sur le reste, l'association des randonneurs est la plus compétente pour connaître et nous indiquer la marche à suivre. Et de mémoire, tu as produit un très bon document qui indique ce qu'il faut faire et ce qu'il convient de faire. Et là, la position de la municipalité, étant donné l'enjeu tant pour les marcheurs randonneurs que pour la valorisation et de notre implication dans l'association des chemins de Saint-Jacques, est de faciliter la mise en œuvre du chemin et des chemins qui sont proposés pour pouvoir profiter de belles balades. Et on est dans un cadre de facilitateur au même titre qu'on agit avec toutes les autres associations. Moi, dans la culture et le patrimoine, dans le précédent mandat, on agit en facilitateur, c'est-à-dire vous écouter, vous répondre et tout mettre en œuvre pour que ce que vous proposez soit mis en action et fait. Voilà. Mais c'est tellement bien fait que c'est pas le maire ou ses adjoints qui auraient fait un document aussi bien. Et c'est pas pour te passer la pommade parce qu'on en a parlé. Merci. Oui, une question de la relation avec Coufouleux. Alors, pour prendre l'historique, il y avait eu, lors des dernières élections, je dirais une relation assez privilégiée, puisque le maire de Coufouleux était devenu maire de Rabastens, parce qu'on connaît un peu, voilà. Il y a eu une période d'idylle, c'est peut-être ça, dans les couples, qui a conduit à un beau bébé, qui s'appelle le Passeau, et puis sans doute à un certain nombre de... Et une station d'épuration. Et une station d'épuration, hein. voilà. C'est moins glamour, mais quelque part, ça passait aussi un peu la rivière, voilà. Et bon, après, je peux comprendre que parfois dans les couples, les relations s'étaient un peu distendues, et vers la fin, même beaucoup. Par ailleurs, mais pour des raisons que je ne connais pas plus que ça. Donc, qu'est-ce que vous imaginez dans la poursuite de cette relation qui puisse la dynamiser? Je ne dirais pas peut-être fusionner les deux communes, parce que ça a été évoqué à un moment donné, mais c'est difficile à mettre en œuvre, compte tenu notamment des situations financières de l'une et de l'autre. Alors, la fusion des communes, ça faisait partie aussi des éléments qui étaient dans la fameuse loi NOTRe. Ça revient toujours à tes questions.
relation avec la commune de Coufouleux, elle est primordiale parce que quand on parle d'une commune, nous on a compétence sur la commune de Rabastens, mais on ne doit pas occulter qu'on est sur un bassin de vie. Et le bassin de vie, il ne connaît pas la frontière Tarn. Donc, on a eu une relation et on a toujours à persévérer pour avoir une relation privilégiée avec Coufouleux, qui a peut-être souffert sur des questions, je dirais, plus de personne à personne. Et nous, moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout dans ce type d'opposition. Il n'y a pas eu de mariage, il y a un concubinage, dis donc, ça va bien. On doit continuer, par contre, à entretenir cette bonne relation parce qu'elle est primordiale pour la qualité de vie des uns et des autres. Et on ne peut pas imaginer une association qui ne soit pas sur les deux rives, des gens qui ne soient pas sur les deux rives et qui profitent tant rive gauche que rive droite. C'est l'étude. Ah ben ça, je savais qu'on allait avoir une réponse aux questions de Coufoulésien. Oui, c'est juste. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Alors, vous avez parlé beaucoup de votre préoccupation sur le budget. Et là, je pense que c'est un point très important. Et comment voyez-vous, comment considérez-vous, malgré les échanges qu'il peut y avoir avec Coufouleux, justement, qu'entre deux mairies, il y a environ 800 mètres, je l'ai mesuré, et il y a 52 conseillers municipaux. Alors, est-ce qu'on peut concevoir, continuer comme ça, d'avoir 52 conseillers municipaux, à savoir qu'à Albi, où il y a 51 000 habitants, il y a 43 conseillers municipaux, à Castres, où il y a 41 000 habitants, il y a 42 conseillers municipaux, et ici, pour 8 000 habitants, il y a 52 conseillers municipaux. Donc, il en résulte que pour ce surnombre d'élus, il faut quand même savoir qu'il y a 4 300 € chaque mois, qui vont dans la poche d'élus en surnombre. Cet argent, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait revenir aux associations, aux pompiers, aux sociales, au comité des fêtes? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est la communauté de communes, la GLE. Lorsque la loi NOTRe est sortie, le préfet a signifié, le préfet du Tarn, que la Cora, dont faisait partie donc Rabastens, atteignait 11 000 habitants. Le minimum, est-ce que je me trompe? Le minimum, c'est 15 000. Pardon? 20 000. La loi NOTRe, pour avoir une communauté de communes, c'est 20 000 habitants, le seuil. Pour Rabastens, c'était 15 000. C'est partout pareil, c'est 20 000. Non, c'est 20 000. Deux communes, quoi. Déjà quand même les foyers, c'est bon. Bon, alors il suffisait, est-ce qu'il ne suffisait pas? Ma vision est la suivante, je ne sais pas si vous la partagez. Est-ce qu'il ne suffisait pas de prendre Saint-Sulpice et peut-être l'Île-sur-Tarn, peut-être, et surtout Saint-Sulpice, et d'avoir un siège de comité d'agglo à Rabastens ou à Saint-Sulpice, alors que maintenant, on se retrouve dans un agglo de 61 communes avec un siège à Técou. Voilà, pour avoir votre point de vue là-dessus. Alors, je vais vous répondre dans le sens inverse de vos questions. La première, c'est, à titre personnel, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la loi NOTRe, c'est une chose subie. Ce n'est pas quelque chose que je porte dans mon cœur, étant donné qu'on nous fait toujours là, le fameux « mutualisons pour faire des économies ». Là, moi j'aimerais bien, pour finir de répondre à ta question, parce que je ne l'ai pas indiqué, qu'on puisse évaluer l'impact carbone, l'impact économique de cette loi. Je ferme la parenthèse. Ce que vous dites de voir avec Saint-Sulpice et l'Île-sur-Tarn, effectivement, sur le papier et même dans ma tête, ça aurait été la proposition parfaite, puisqu'on parle de bassin de vie, et là, on aurait été cohérent. Néanmoins, et c'est là où on arrive aux limites de l'exercice, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre,
il fallait voir aussi avec les autres copains à Salvagnac qui allaient se retrouver tout seuls. Puis après, si on prend Salvagnac, on monte à Montvalin. Puis si on monte à Montvalin, ben on va jusqu'à La Roque. Mais ce n'est pas, je ne vais pas aujourd'hui vous défendre le choix qui a été fait, alors que, à titre personnel, j'aurais été plus à défendre la proposition que vous faites. Là-dessus, je vous rejoins. Donc effectivement, il aurait mieux valu avoir une communauté de communes avec Saint-Sulpice et l'Île-sur-Tarn. Ça aurait été beaucoup plus rationnel, plus lisible et à taille humaine. Là-dessus, je réponds à votre deuxième question. Vous avez raison, c'est ce que j'aurais fait moi, mais après, je ne suis pas non plus redevable de ce qui a été fait, puisque ça a été fait. Voilà. Là-dessus, c'est très clair. Sur la première question, je vais répondre à votre question sur le fameux surnombre des élus. J'aimerais bien qu'on explique à quoi sert un élu. Et à quoi sert un élu dans une grande ville et à quoi sert un élu dans une toute petite ville. Et je pense que la nuance est importante parce que, prenons le cas de Rabastens, qui a 29 élus. Sur les 29 élus, on a, durant tout ce mandat, fait, et c'est ce que j'ai dit dans mon petit laïus, on a travaillé. Étant donné les finances de la ville, nous n'étions pas en capacité de recruter pour, par exemple, s'occuper du projet de la station d'épuration. Nous n'étions pas en mesure de recruter pour... Donc, vous avez des élus qui se sont transformés en chefs de projet, chefs de chantier, qui prennent la tronçonneuse et qui vont s'occuper des bords de rivière, qui prennent leur petite voiture pour aller défendre les projets ici et là, tels des chefs de projet qui auraient été payés par la commune. Et c'est quand même un point qui est important de considérer que, et c'est pas que mon analyse, puisque vous avez la même chose qui vous est dite par les présidents dans les différents départements de l'Association des maires ruraux de France, prenez conscience, vous habitants, que vous avez la chance d'avoir des élus qui proposent et qui donnent leur temps en bénévolat. Vous avez la chance d'avoir des gens qui travaillent gratuitement. Vous me parlez de 4 000 et quelques euros. Avec ces 4 000 et quelques euros, on aurait économisé, eh bien, on n'aurait pas pu payer quelqu'un qui s'occupe de la station d'épuration, qui s'occupe des travaux sur Notre-Dame-du-Bourg, qui s'occupe de nettoyer, de mettre les barrières, de faire tout le travail que font les élus. Donc, de grâce, arrêtons de penser que les élus municipaux sont vos élus nationaux sur lesquels on fantasme ils se gavent d'indemnités. Nous n'avons pas des 6 000 euros avec chauffeur et autres défraiements, etc. Ces indemnités, puisque je vais prendre le cas d'un conseiller délégué sur Rabastens, oh là là, qui passe son temps à aller à Técou, à aller à Albi, à défendre sa ville, etc., pour 167 euros par mois, 160. Dans lequel... Hein 168. Pardon, j'ai oublié un euro. Donc, c'est l'inflation de 2020, ça, j'imagine. Ouais. Donc, et un adjoint à 530 euros par mois. Donc, il faut se rendre compte que sur ces éléments-là, par exemple, à titre personnel, quand je vais à Paris pour défendre la ville, c'est sur mes deniers personnels. Et je ne pense pas que les gens, mais si c'est important, vous rechignez, mais si on ne pourrait pas payer ce travail qui est fait. Donc, de grâce, il faut pouvoir apprécier le nombre d'élus et ne pas le voir comme un poids. Je ne vois pas en quoi il faudrait avoir moins d'élus. Pourquoi faire? Pour économiser 4 000 euros, on priverait la population de cette main-d'œuvre gratuite. Et je pense qu'on ne le voit pas assez, que les gens ont travaillé et travaillent. Quelle que soit aujourd'hui notre dispersion sur l'échiquier politique rabastinois, je tiens à rappeler et saluer qu'on a tous travaillé pendant 6 ans. Je suis un peu navré de répondre
Ça n'engage que vous. À savoir, oui, ça m'engage, oui, effectivement. À savoir que j'ai mon enfance, mon adolescence à Rabastens. Je considère que Rabastens, c'est un chef-lieu qui a une histoire, qui a eu une aura, je dirais même, et qui mérite d'être sublimé. Or, l'existence aujourd'hui, avec des contraintes financières, toujours pareil. Je pense que pour résoudre pas mal de questions, vous avez parlé de piscine tout à l'heure. Est-ce que, en fusionnant l'ensemble, ce qui amènerait, donc 8000 habitants, un peu plus parce qu'on est un peu plus nombreux. Est-ce qu'on ne serait pas plus à même de résoudre certaines questions de financement avec un ensemble de 8000 habitants? Premier constat. Le deuxième, je viens de le dire, j'ai connu Rabastens et maintenant je connais Saint-Sulpice, qui a le même nombre d'habitants que Rabastens, plus Coufouleux, c'est-à-dire 8000 habitants, on va dire presque 9000. Ils sont à 9005. Pardon? Ils sont à 9005 à Saint-Sulpice. J'ai pas vu réclamé au recensement. Vous avez vous? Oui. 9005. Ah, vous avez le recensement. Il y a combien d'élus à Saint-Sulpice? Je ne m'occupe pas de savoir combien il y a d'élus à Saint-Sulpice. Il y en a 29. Tant mieux pour eux. Mais à Saint-Sulpice, ils ont 2 ou 3 fois plus d'employés municipaux qu'à Rabastens. C'est quelque chose qu'il faut aussi pouvoir dire. À Saint-Sulpice, ils ont une communauté qui existe de longue. Alors aujourd'hui, demain, plutôt après-demain, vous allez entendre parler de démocratie participative. Mais bon sang, c'est ce qu'on fait déjà avec Coufouleux. On n'est pas obligé d'être fusionnés pour travailler ensemble. On n'est pas obligé de fusionner pour construire des projets ensemble. La preuve, la station d'épuration s'est faite sur 2 communes. Mais de grâce, Monsieur Kitzinger, parce que c'est ce que vous dites à longueur de temps, pourquoi il y a une liste sur Coufouleux? À Rabastens, il y en a 4. Vous étiez tout à fait légitime pour monter une liste et en tête de liste, on aurait discuté ensemble de pouvoir fusionner ou pas. Mais là, aujourd'hui, vous n'êtes pas en liste sur Coufouleux et vous venez à Rabastens me dire comment je dois négocier avec Monsieur Damez qui n'est pas du tout sur cette longueur d'onde là. Merci. Monter une liste à Coufouleux. Oui. Nous habitons au séquestre. C'est sur la commune de Coufouleux. Notre bassin de vie, c'est Saint-Sulpice. Personnellement, je pense qu'il serait logique et normal, et vous devez certainement partager ce point de vue, que nous devrions payer nos impôts à Saint-Sulpice, là où nous vivons. Mais c'est pas moi, à Rabastens, qui va vous dire où vous payez vos impôts. Et nous devrions pouvoir être élus et contribuer à aller plus loin, parce qu'on s'est quand même investi à Saint-Sulpice, vous ignorez peut-être, et nous pouvons quand même continuer. Alors, mais j'entends ce que vous dites, mais moi je suis à Rabastens, donc je ne vais pas gérer ce qui se passe au séquestre. J'ai terminé sur le détail peanut. C'est un petit détail. Nous sommes au séquestre, côté Saint-Sulpice, et nous participons aux subventions qui sont versées aux associations de Rabastens. Je ne sais pas moi, dans votre cas de figure, je peux vous dire que là, d'abord, c'est pour répondre aux électeurs de Rabastens, mais soit on est ouvert, on n'est pas sectaire, on reçoit les gens de Coufouleux, mais si votre situation au séquestre vous déplaît à Coufouleux, montez une liste et demandez une commune libre au séquestre, et là vous pourriez fusionner avec Saint-Sulpice. Mais moi, là, sur Rabastens, comment vous voulez-vous qu'on rentre dans ce débat qui ne nous regarde en aucun point? Est-ce qu'il y a des questions qui concerneraient Rabastens? Vous voulez faire sauter le pont, enfin, moi je, là... Non, je pense qu'on est tous attachés au pont. Bon, bah alors s'il n'y a plus de questions, il est utile pour nous de rappeler que quand même 4 listes, c'est pas anodin, qu'il faut quand même que, pour parler de la communauté d'agglomération, de souligner l'importance d'avoir une liste qui ait une grande majorité
pour pouvoir peser sur la communauté d'agglomération, sinon on va arriver fragmenté, et c'est quand même un élément qui est important, puisque sur ce suffrage, vous votez pour les conseillers municipaux, mais vous votez également pour les conseillers communautaires. Vous allez le 15 mars avoir 2 listes, avec 29 conseillers municipaux et 7 conseillers communautaires. Il est important, pour pouvoir travailler au mieux et donner le maximum de son temps efficacement, d'avoir sur Gaillac-Grouillé des gens qui soient investis sur 5 postes, puisque nous avons 5 postes pour la commune de Rabastens, et qui soient dans un esprit constructif et pas d'opposition. Donc je vous invite à réfléchir vraiment votre vote dès le premier tour pour éviter la fragmentation des voix sur les différentes listes en considérant du voisinage ou des amitiés. Maintenant, et pour rester dans l'amitié, nous vous proposons le pot de l'amitié.